au niveau international, c'est vrai que alors le niveau, au niveau des autres pays comme la Turquie, l'Espagne, l'Allemagne, c'est pas la même concurrence qu'en France. Oui. Il faut quand même le reconnaître. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette longévité aussi. Si j'avais eu plus de concurrence, peut-être que j'aurais pas fait une si longue carrière. Mais en 89, je fais mon dernier. Je devais peut-être faire le championnat du monde en 89. Et finalement, à Nice, je gagne mon dernier championnat de France en finale face à Hubert Sinègre. Et puis qui était quand même le numéro 3 européen, hein, puisque en 88, il finit troisième en senior au championnat d'Europe. Donc c'est quand même un très bon. Il avait déjà un très bon niveau, quoi. Je le bats en finale. Et puis on me propose le poste de co-entraîneur d'équipe de France avec Bodo, voilà, qui avait déjà fini sa carrière, lui. Et j'ai accepté, donc j'ai relevé le challenge. Et j'étais avec Limono, Liu King, et on entraînait l'équipe de France. Voilà. Et on a fait mon premier championnat du monde en tant qu'entraîneur. Mais c'est une belle transition parce que tu t'entraînes déjà avec la nouvelle génération qui plus tard fera des beaux titres, hein, puisque Sinègre, c'est en 89, je crois, à Voilà, Séoul. ben, rapidement, en fait, bon, il faut quand même se dire que avec Bodo, on a été présélectionneur, on va dire. Parce que ce qu'on avait proposé, c'était un poste de co-entraîneur. Et en fait, Maître Limono et Maître Luchunko étaient encore entraîneurs. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et finalement, au championnat du monde, c'est nous qui avons coaché les gars de l'équipe de France. D'accord. Alors, il y avait Maître Limono, il y avait Maître Luchunko, mais c'est nous qui étions à la manœuvre. D'accord. C'était déjà On une avait passation, fait, quoi. voilà, on avait fait, D'accord. il y avait une passation qui s'était faite. Mmh. On avait fait déjà des stages avec les gars de l'équipe de France, quoi. Mais il y avait eu un stage, c'est tout, hein. Je me rappelle, c'était à Vichy. Donc c'était très très peu. Donc en fait, les gars, ils étaient prêts déjà. Bon, nous, on était entraîneurs de l'équipe nationale. Les gars, ils étaient prêts. Donc Rocamora, il s'était bien préparé de son côté, avec son frère, avec le staff à Lyon là-bas. Voilà, comme Sinègre avec son entraîneur Paul Noir, mais c'était de la Rose. Ils avaient un entraînement de fond assez intensif au niveau du combat. Le gars, il était prêt aussi. Donc en fait, nous, on y est vraiment pour rien. Nous, le seul truc, c'est que bon, on était là, c'est nous qui les avons drivés sur le coaching. C'est tout. Non, ce que je voulais dire, c'est Mais qu'il y avait bien ce côté ouais, ouais, transmission qui oui, se il faisait. s'est fait un peu plus tard. On va dire que sur ce championnat du monde, il s'est pas fait. On a mis avec Buedo, c'est vrai que Buedo, c'est un gars qui planifiait pas mal les entraînements, tout ça. Lui, il était plus dans la planification, et moi, j'étais plus dans l'entraînement, on va dire, hein. Et on a commencé à faire des présélections, des tests matchs, à sélectionner les gars. On a eu plus de moyens. Le comité d'organisation du taekwondo français qui venait de se mettre en place à l'époque, ton père Jean Massini, Paul Visconti, on avait des moyens de la fédération de karaté, avait donné plus de moyens. Et donc, on a pu démultiplier les stages. Et tu te souviens de cette transition entre combattant et entraîneur? Ça se fait très naturellement, très Voilà, ça s'est fait rapidement. naturellement parce que je connaissais déjà certains. T'as pas eu justement le deuil de ta carrière de sportif? Non, Tu t'es pas dit non, non? non, parce que je continue à m'entraîner moi-même, hein. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a fait drôle d'arrêter la compétition, quoi, et de driver. Mais Mais ça ça s'est fait s'est fait naturellement. naturellement, d'autant que bon, j'avais l'expérience des championnats du monde. Et donc les gars, je pouvais leur amener les petits conseils, on va dire. Voilà. C'est ce qui a servi, je pense, à tous les gars de l'équipe de France, quoi. Moi, j'ai amené ma petite touche, on va dire. C'est pas moi qui les entraînais, j'entraînais personne en fait, hein. Réellement, c'est pas avec 2, 3 stages, Non, bien sûr. ou Quand 4 ils arrivent stages, ou en 5 équipe de stages à France, ils l'année. savent C'est combattre, des gars quoi. qui s'entraînent en club et le mérite, c'est leur mérite et le mérite de leur entraîneur, quoi. Voilà. Mais j'ai amené ma petite touche, ma petite expérience, quoi, voilà. On a refait un championnat du monde en 91 à Athènes, ça s'est pas très bien passé, on n'a pas eu de médaille, on n'a pas eu de résultat. Donc là, on avait fait chou blanc. Et donc avec Bodo, on a eu cette réflexion, comment on allait essayer d'améliorer le système. Et donc il y a eu ces France-Corée qui sont arrivés. Et ça a été une très bonne chose, France-Corée, les Et Français. qui a l'idée de France-Corée? Ben, Bodo, il s'est dit, tiens, on m'a proposé l'organisation, la fédération, tiens, je veux dire, c'était le comité d'organisation, hein. Ça n'a pas été que Bodo, hein. Je pense qu'il y a eu les gars de la fédération, les gars du comité directeur qui ont dit, ça serait peut-être bien. Et puis moi, je le pensais directement, quand on m'en a parlé. Enfin, moi, j'avais mis déjà la solution des rencontres internationales. Le France-Corée, c'est pas moi qui l'ai mis en place, mais j'avais dit, il faut que les gars, ils fassent plus de compétitions internationales pour être au top. C'est vrai qu'on Donc manquait de déjà, confrontation, oui. j'avais dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut démultiplier les stages, les tests matchs et faire plus de compétitions internationales. Ceci dit, voilà, ça s'est passé comme ça. Et ça a démarré avec France-Corée. Et les France-Corée, ça a été un succès. Alors en termes d'organisation, moi, j'étais pour rien dans l'organisation, puisque c'était le comité d'organisation du taekwondo français et la fédération de karaté via le club de Philippe Boideau, la UC, qui organisait, et des sponsors. Moi, j'avais mon rôle de coach et d'entraîneur, voilà. Et pour les gars de l'équipe de France, ça a été une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une émulation.
se confronter face à des champions du monde, même si c'était l'équipe de deuxième ou troisième division de Corée au départ qui venait, ça faisait rien, ça enlevait le mythe de la Corée. Puis il y avait un Et ça, côté très cinéma, parce que moi ça me faisait toujours penser au film, je ne sais pas si tu l'as vu, Best of the Best, où il y a une équipe de taekwondo américaine qui rencontre l'équipe de taekwondo coréenne, où forcément c'est caricatural, les Américains sont forcément gentils et les Coréens sont forcément méchants. Il faut se dire qu'après, bon, au préalable, il y avait déjà les rencontres. Hein. L'Allemagne avait fait déjà, c'est ça qui a donné l'idée aussi. L'Allemagne avait fait les Allemagne-Corée, Espagne-Corée, Italie-Corée aussi. Et donc, on est arrivé, nous, à le faire aussi. Il fallait le faire. Et quand on l'a fait, ça a un peu démystifié cette image-là du Coréen, des champions du monde coréens. Et si vous voulez, après, sur le championnat du monde, sur le championnat d'Europe, déjà 92, on a quand même 2 champions d'Europe. On a Patricia Reynolds, d'ailleurs, qui venait s'entraîner chez moi, qui s'entraînait chez Serge Grimaud, et qui après a fignolé sa préparation. Donc c'est Serge et Louisa Bercal aussi, je crois. Patricia Reynolds, c'était pas mon élève direct. Ouais, elle venait à la SPT s'entraîner. Déjà, c'est Serge. De toute façon, elle s'entraînait pas qu'avec moi. Les masculins, c'est ça. Il y a beaucoup, plus de la moitié de l'équipe de France était à Marseille. Voilà, déjà, une grosse partie de l'équipe de France qui était à Marseille aussi. Donc quand on dit qu'il y a une partie de l'histoire du taekwondo qui est ici, on ment pas. Les 2 champions d'Europe, ils sont Bailly et Brigitte Lano, ils sont passés par la case. Et Patricia Reynolds aussi. Patricia Reynolds aussi. Patricia aussi, c'était un prof de karaté que j'avais aussi détourné du karaté. Un gars qui s'appelait Gilbert Alouche. C'est ça. Et un gars qui était très sympa, qui était déjà sur le retour du karaté, qui en avait un peu assez, on va dire, et que le taekwondo lui permettait d'avoir une vision neuve, se recycler un peu. Et ce gars-là, il est passé au taekwondo avec moi aussi. Moi, j'étais le rabatteur du taekwondo sur la... On dit promoteur pour faire... Ouais, moi, je faisais un peu la prostituée aussi quand même, hein, parce que je pu voir les mecs, allez les gars, soyez sympas, venez essayer, tout ça, j'étais là, je baratinais. Hein. Puis après, c'est vrai que bon, ça se faisait, quoi. Déjà, il y avait un malaise en karaté quand même. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu des gars qui sont venus comme ça, des anciens profs de karaté qui sont venus au taekwondo. Même un très grand prof de karaté sur la région de Marseille qui est venu au taekwondo, qui n'a pas continué parce qu'il a perdu un combat, ça a été un peu difficile pour lui. Il s'appelait Gérard Brun, qui était vraiment un très très bon combattant, et qui avait beaucoup de qualité. Il est parti du karaté aussi pour venir faire un petit tour dans le taekwondo et aider le taekwondo, parce qu'il était sur l'année 76-77, là, dans la première démonstration de taekwondo sur Marseille, à la salle Valier. Il était dans le coup. Donc c'était un bon ami, il m'a beaucoup aidé. Donc avec Gérard Moreau aussi, un gars qui était du karaté aussi, qui était venu au taekwondo. Mais c'était ça. Moi, il fallait absolument que j'arrive à faire quelque chose de ce taekwondo. C'était mon obsession. Dans les années 75, là, c'était mon obsession. Le temps a montré que ça n'a pas été pour rien, mais on y reviendra tout à l'heure. Et donc là, à ce moment-là, en tant qu'entraîneur, les France-Corée, tu penses que ça doit donner un coup de boost? Mais c'est vrai que... Ça a donné un bon coup de pouce parce que, bon, à ce championnat d'Europe 92, on fait 2 médailles d'or, 2 médailles de bronze. Ça a été exceptionnel. Encore là aussi, on renouvelle l'exploit de 86. Et puis ensuite, on a eu le championnat du monde à New York. Et là, ça a été l'avènement. Donc, notre premier champion du monde, oui. Donc Michael Meloul, au Madison Square Garden. Et donc, j'ai eu aussi le privilège, disons, bon, c'était mon travail, hein, c'était de le coacher. C'était moi qui le drivais. Donc, il était bien préparé, quoi. Il s'était bien préparé à Nice, avec son frère. Et justement, toi, en tant que coach, pendant ces combats-là, tu le sens comment? Qu'est-ce qui se passe? Vu que j'étais passé par là aussi, j'ai toujours cette expérience-là. Tu le sens comment sur les premiers combats? Déjà, il faut se dire que Michael, il avait fait déjà son premier championnat du monde à Athènes. Ça ne s'était pas passé comme il voulait, quoi. Mais justement, il a pris de l'expérience. Déjà, le fait d'avoir fait un premier championnat du monde. Puis là, il fait ce deuxième championnat du monde et il va au bout. Pour nous, c'était fabuleux. À partir de quel niveau de la compétition tu sens que ça va aller? D'entrée, il était au-dessus. Il était au top. Je voyais, puis même au préalable, lors des stages et des différents entraînements, il était bien. Donc pas de souci. Et puis je sais qu'à l'époque, il visionnait aussi mes petites cassettes vidéo. Bon, qui ne l'a pas fait? Voilà. Pour ça, tout ce que j'ai pu lui apporter comme conseil de haut niveau, il les a pris, il les a bien épluchés, tout ça, parce que c'est son état d'esprit, quoi. Il va vers l'efficacité, il va vers son but, c'était d'être champion du monde, il a été champion du monde. On dit souvent que les grands champions, c'est ceux qui apprennent vite.
Voilà, ah ben oui, ça c'est sûr. Donc tout ce que j'ai pu lui donner, moi, à mon niveau, je lui ai donné, je lui ai transmis. J'ai réussi. C'est pas évident de transmettre aussi, et c'est pas évident aussi de prendre aussi. Parce que moi, peut-être, j'avais pas su faire avec Limono. Lui, il l'a fait avec moi. Ceci dit, Il y a une bonne entente au ouais, coaching. non, bah, moi, avec Michael, j'ai toujours eu une bonne entente. Donc, toujours bien passé, on est toujours en bon terme, Non, vraiment. mais ce que je veux dire, des Vraiment fois, champion. les consignes passent Non, mal, ou non, l'athlète n'est pas d'accord. Bon, à un moment donné, bon, ça pouvait arriver, c'est normal, hein. Non, mais Je je veux dire, à un parle moment juste donné, sur le moi, championnat. dans le combat, au cours du combat, peut-être ça, il le faisait pas comme il aurait fallu le faire. Eh ben, entre rounds, je lui disais. Enfin, je ne parlais pas, Et il prenait je lui bien les donnais un conseils. conseil ou deux, c'est tout. Et il Oui, prenait bien les non, il conseils. les prenait bien. Et puis de toute façon, il savait ce qu'il avait à faire, quoi. Donc déjà, vraiment le petit conseil qui donnait le plus, on va dire. Parce que sinon, il était prêt. Peut-être ça aurait été quelqu'un d'autre, ou ça aurait été son frère, ou ça aurait été un autre coach, il aurait été champion du monde, je le pense. Mais bon, moi j'étais là et je lui ai donné ce que j'ai pu lui donner. Et en finale, à quel moment tu sens que Mais en finale, alors la finale, si jusqu'au dernier moment, c'est le suspense, ou tu ouais, le sens à parce un que moment quand donné? même, Estrada, c'est quand même un gars qui avait gagné, je crois, 3 Coupes du Monde. Putain, c'est un client, quoi, le gars. Je Et veux en dire, plus, là, il savait qu'il fallait sortir le combat de sa vie. Et il a sorti le combat de sa vie. C'est difficile. Enfin, il faut faire attention à ce qu'on dit quand on est coach national, hein. Je veux dire, vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Moi, je vois beaucoup de coachs qui s'agitent. Je veux dire, enfin, moi, je ne m'agitais pas, quoi. Je veux dire, j'étais là, j'analysais le combat. Quand il fallait un peu remonter, je remontais. Quand il fallait. Voilà. Mais bon, avec Michael, ça se passait bien. Il n'avait pas tant besoin de consignes que ça. Il menait son combat, il savait ce qu'il avait à faire. Et puis voilà, non, mais bon, mais le tu gars, as il n'a pas senti que été c'était champion. Il maîtrisé était champion d'Europe, champion du monde, hein. c'était maîtrisé la finale du bout en bout. Ouais, non, il a bien maîtrisé cette finale. Ça a été pas évident parce que l'autre, c'était un client. Mais d'ailleurs, il Ça, m'avait raconté une anecdote, enfin, il n'y a pas qu'à moi, il avait dit qu'il avait rencontré Victor Estrada quelques mois avant, où il s'était pris une belle correction, un score assez important, ah ouais. genre 3 ou Donc, 6-0. c'est encore plus de mérite pour lui, Et quoi. ça l'avait très marqué. Il m'a dit c'est la meilleure chose qui me suis arrivée, Mais- parce que ça m'a complètement remis en Tout à cause, et fait. je me suis dit il faut que j'arrive prêt, ce mec-là, c'est un ovni, quoi. Donc, vous savez, mais bon, il arrivait en finale, donc il avait le vent en poupe, quoi. Là, il fallait simplement être très positif. Il fallait lui dire que c'était lui le champion du monde. Moi, je l'ai vécu, ça, hein. Je veux dire, je suis arrivé en finale d'un championnat d'Europe aussi. Pas au niveau mondial, mais au niveau européen, c'est quand même pas, pas n'importe quoi. Donc j'ai pu lui dire les mots qu'il fallait aussi. Donc ça l'a aidé. Moi, quand Limono était derrière moi, il me dit Franck, c'est bien, allez, allez, on y va. Franchement, quand vous avez Limono, c'est 12 fois champion de Corée, quoi. Donc bon, moi, il savait que j'étais Franck Ribaillet, champion d'Europe aussi. Donc Donc je c'est quand même racontais pas important n'importe d'avoir quoi. un coach qui a de l'aura. Toujours, toujours, c'est toujours important, quoi qu'il en soit, même si on n'est plus grand combattant. Moi, je veux dire, en tant que champion, j'avais pas forcément besoin de coach. Je me débrouillais, j'allais au combat, hein, Serge il le sait. Serge il me donnait des conseils, je l'écoutais, mais je veux dire, je faisais à ma truc. Et après le combat, il venait, il me dit, c'était surtout à mes débuts, il me disait, c'est n'importe quoi, là, Franck. Voilà. Non, mais il me le disait, c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça, c'est ça. Mais je veux dire, j'avais 21 ans, quoi, j'étais à mes débuts, moi. Je veux dire, bon, Même avant. voilà, même avant, Même avant, quand tu j'avais n'écoutais 19 pas. ans. Bon, je n'écoutais pas. Donc petit à petit, voilà. Et là, c'était l'apogée au niveau du taekwondo Peut-être tu as français. vécu ça comme une consécration. Ouais, c'est une consécration pour le taekwondo français. Oui, parce Pas une consécration personnelle, parce que sa consécration personnelle, c'est pour Michael Meloul. Mais quand même, on avait fait aussi une médaille de bronze avec Thierry Troudard que... oui. en premier lourd. Donc ça plaçait l'équipe de France à la 5e place mondiale Ouais. au niveau des hommes. Donc c'était le premier classement, le premier grand classement qu'on a pu obtenir, comme le précédent, comme en championnat d'Europe, on avait été classé 3e nation européenne. C'était les premiers classements de l'équipe de France, quoi. Donc j'y ai participé, j'y étais. Donc historiquement, je le retiens comme quelque chose de bien. Moi j'ai l'impression d'avoir accompli j'ai pas l'impression, j'ai accompli ma mission. Après, connu le haut niveau, très haut niveau en tant qu'athlète, connu le haut niveau en tant que coach. Alors quelle est, enfin, il y a une satisfaction, j'imagine, mais comment on le vit? Parce que la première fois, c'est pour soi, et puis derrière, il y a par procuration. Alors, est-ce que c'est tout aussi Ouais, important? tout à fait, parce que quand je vois tous ces jeunes, alors, il y a certains, je les côtoyais déjà en équipe de France. Beaucoup de jeunes sont arrivés que je ne connaissais pas, voilà, surtout de la région parisienne, parce que des autres régions, je tournais pas mal en stage, donc je connaissais déjà du monde. À Paris, j'ai très peu fait de stage à Paris, hein. Mm. Mais sur toutes les ligues, j'étais missionné d'ailleurs par le comité d'organisation du taekwondo pour tourner dans les ligues
et faire des stages combat. Donc je connaissais pratiquement tous les athlètes, quoi, tous les champions, je les connaissais, quoi. Mais en Ile-de-France, pas tant que ça. Et donc quand je les ai vus débarquer, avec Boideau, on a fait une présélection. Conformément aux résultats on prenait les 4 podiums, hein, 4 podiums nationaux, on les regroupait de chaque catégorie, et on faisait une présélection, et ensuite la sélection finale par l'intermédiaire de test match. Donc je les connaissais et je les ai vus évoluer. Et donc en l'espace de 4 ans, j'ai vu évoluer des jeunes super bien, quoi. Donc je donne un exemple d'Olivier Joseph parce que c'est un garçon avec qui j'ai beaucoup de points communs, quoi. Je veux dire, ce gars, il a battu quand même un champion du monde en titre à Monzo. C'est quand même magnifique, quoi. Et c'était un super champion. C'est un gars qui aurait dû être champion d'Europe, champion du monde, lui aussi, hein. Denis Mercier aussi, la région parisienne. Denis Mercier, oui. On avait aussi donc Jérémy Maradas aussi. Oh, c'était un poids léger d'avenir, quoi. Il avait une percussion, il avait un sens du combat. Après, bon, ils n'ont pas été pris en sélection. Les sélections, c'est pas facile non plus, quoi. On prenait pas forcément le champion de France en titre. Voilà, on prenait pas forcément le deuxième, c'est pas le troisième qui était en forme. Pourquoi? Et donc voilà. Parce qu'on estimait que dans une saison, il y avait plusieurs compétitions. Il fallait un peu regrouper tous les résultats. Ils partaient aussi en compétition internationale. Donc on prenait tous ces éléments, tous ces résultats dans le cadre des critères de sélection. Il y avait aussi la forme, par exemple, à un mois des championnats d'Europe ou du monde, qui pouvait faire la différence. Ça, on le voyait en cours de test match. Et donc, des fois, le troisième battait le champion de France en titre. Oui, on oublie qu'il y a un décalage temporel entre les résultats. C'est vrai que tu es champion de France 5 mois avant une sélection. Tu as ton pic de forme qui décline, tu n'es plus dedans. Bon, même si tu es champion de France, on ne va pas t'envoyer alors que tu n'es pas le meilleur au moment de la compétition. Alors ça permet aussi de garder un tas de gars dans les catégories toujours sur le qui-vive, quoi. Parce qu'ils savent que ça peut changer à tout moment et qu'il n'y a rien n'est fait jusqu'au dernier moment. Donc tout le staff, enfin toute l'équipe de France est obligée de se maintenir au niveau parce qu'on ne sait jamais qui va partir. Ça c'est bien. Moi je trouve que c'est bien parce que quand on sait que c'est toi le champion, bon, les autres, ils vont aller c'est lui qui part, nous on est tranquille, on va à l'entraînement, mais ça va. Mais quand il n'y a rien qui est fait jusqu'au dernier moment, 48 heures avant, pratiquement, tu ne sais pas trop des fois. Il dit, attends, pas 48 heures, mais presque une semaine avant, ça se décide, il y a le test match, mais il faut être en forme. Alors c'est vrai que les sélections, ça fait toujours des déçus, Oui. mais parce que c'est vrai qu'on n'a jamais réellement... vu de l'extérieur, parce que vous, en tant qu'entraîneur, vous savez ce que vous faisiez vos discussions, vous saviez pourquoi, vous expliquez, mais quand tu es de l'autre côté, c'est-à-dire en simple spectateur, comme tu n'as pas toutes les explications, tu dis, oh bah lui, il a été champion de France, en plus il a battu, il part pas, c'est parce qu'il l'aime bien, c'est parce que machin. Les Open, ça sert à ça, les Open, ça oblige les gens à toujours être prêts, faut tout le temps être prêt en fait. C'est pas on monte, on descend, on monte, on descend. De toute façon, il y a toujours eu discussion sur les sélections. Oui, tout le temps. Non, il y a ça, et puis mais c'est pour ça que ça crée des polémiques, quoi. Je vais dire, moi, en étant intègre, j'ai pu me tromper à 5% au niveau du sélectionné. Il y a 3 ou 4 gars d'équipe de France, des anciens, bon, qui pourraient m'en vouloir un petit peu, mais c'est normal, hein. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas prendre tout le monde. On ne peut pas prendre tout le monde. Donc moi, ça, j'arrive à le comprendre, et puis j'ai aussi des explications. Donc, il faut des explications. Après, aussi, dans le cadre du résultat d'un championnat du monde déjà, j'ai pu me tromper. Mais je ne suis pas seul. Il y avait Philippe Boideau, il y avait Michel Delanagra, il y avait Patrick Stanzac aussi qui donnait leur avis. Donc on avait un comité de sélection. Après, il y avait l'avis un peu des élus qui émettaient. On essayait, nous, de mettre de côté les élus. Et moi, c'est ce que j'avais dit à Philippe Boideau. J'avais dit, moi, les élus, je ne veux pas d'avis d'élus. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir l'avis des élus du comité directeur. D'accord? Ou les patrons, c'est nous, c'est pas nous. Donc si c'est nous, on prend l'entière responsabilité. Donc moi, j'ai toujours assumé et pris l'entière responsabilité de tous les résultats de l'équipe de France. En bien ou en mal? En bien ou en mal. Mais de toute façon, moi, j'ai les résultats pour moi. Parce que j'étais entraîneur de l'équipe de France. L'équipe de France, meilleur résultat, 3e au championnat d'Europe en senior, puisque j'avais la charge de l'équipe de France senior masculine. D'accord? Les féminines, c'était Patrick Stanzac. Et les juniors, c'était Michel Delanagra. Donc, au niveau de l'équipe de France senior, 3e au championnat d'Europe, 5e au championnat du monde. On a eu les meilleurs résultats. Je suis parti à ce moment-là. Parce que tu estimais que tu avais fait tout ce que tu avais à faire. J'avais fini, et puis moi j'ai eu des points de divergence avec Philippe Boideau. Normal, il était entraîneur. Lui venait d'avoir un contrat de préparation olympique, donc il était carrément professionnalisé là-dedans. Moi j'étais sous contrat de haut niveau avec mon administration à la ville de Marseille. D'accord? C'était pas le même temps, donc il avait beaucoup plus de temps. Il commençait à monter plus souvent sur Paris, il était à l'INSEP, et on a eu des points de divergence, surtout. Ça a démarré un peu en 92 quand j'ai pas été
pressenti comme entraîneur olympique pour encadrer l'équipe de France olympique. Du coup, Bueno est parti tout seul avec des membres du comité directeur et j'ai même pas été invité. Ça, j'ai très mal pris, déjà à l'époque, ça je leur ai dit. Alors ils m'ont trouvé les arguments qu'ils voulaient, mais en fait, au départ, j'ai très mal pris. Et puis surtout, le gros point de divergence par rapport aux gars de l'équipe de France, certaines choses que je ne pouvais pas cautionner, quoi. Quand vous avez un intérêt, que vous avez un club de haut niveau, Bueno, il avait un club de haut niveau qui s'appelait l'AUC à l'époque, et sur lequel il y avait pas mal de gars de l'équipe de France. Quand vous êtes entraîneur de l'équipe de France et sélectionneur, ça, c'est pas possible, il y a un conflit d'intérêts. Moi, je ne l'avais pas. Moi, j'avais un petit club, mais je n'avais pas de gars en équipe de France. En équipe de France. Donc, les choses, elles étaient claires. Quand il y a eu les sélections, c'est ça qui a créé la polémique. C'est que vous avez un club de haut niveau qui est géré par un gars de l'équipe de France, d'accord? Moi, bien sûr, je donne mon avis sur les sélections avec de l'Anagra et Stanziac, mais à un moment donné, au final, il y a eu des sélections qui n'étaient pas faites comme il aurait fallu. Et ça, moi, je n'étais pas d'accord sur certains points. Et puis j'ai donné ma démission, quoi. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Il y a un point de divergence. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi le fait que moi, j'intègre, puisque mon administration me demandait d'intégrer à temps plein la fonction publique, et il m'avait proposé un poste de directeur adjoint des services des sports à la ville de Marseille, à la mairie du 13e et 14e arrondissement, pour gérer le dojo municipal, puisqu'il y a la création d'un dojo municipal à Marseille, et donc j'ai accepté. Donc moi j'ai accepté ce poste, et puis j'ai mis fin à... Tu t'es dit que c'était le bon moment. Ouais, c'était le bon moment, ça suffisait, quoi. Donc en plus, la polémique que j'ai subie des championnats d'Europe de Zagreb en 94 par rapport au combat perdu par Michael Meloul, donc tout ça, ça m'a pas plu, quoi. C'est pas par rapport à Michael, parce que ça s'est très bien passé, il n'y a pas de souci, mais c'est par rapport au staff, quoi. Donc le staff venait me reprocher des choses. Je veux dire, vous n'allez pas me reprocher ça, quoi. Dire, on perd, un jour on gagne, un jour on perd. Hein. Donc on ne peut pas gagner. Peut-être que tu les avais tellement habitués à la victoire que forcément. Non, mais on était déjà dans le désaccord. Donc à partir de là, ça ne peut pas durer, quoi. Oui. Donc, et en plus, moi j'étais dans le désaccord aussi, parce qu'il y a des choses que je n'acceptais pas. Bien sûr qu'on a des comptes à rendre, comment dire, au comité directeur, ça c'est sûr. Voilà, donc nous, on a rendu nos comptes en termes de résultats. Je veux dire, après, moi je peux pas cautionner certaines sélections, quoi. Donc voilà, donc ça s'est terminé comme ça, on est parti, au revoir, et puis c'est bon, quoi. Donc j'ai même pas donné d'explication au comité directeur. Hein. On m'a demandé de donner des explications, je ne l'ai pas donné. J'ai dit, j'ai mis ça de toute façon, je n'étais pas sous contrat. Ça, déjà, la première des choses. Donc, j'étais pas sous contrat. 2, j'avais des vacations qui n'avaient rien à voir avec ce que devrait percevoir un entraîneur national. Quand on m'a proposé l'école, le dojo municipal d'arts martiaux, plus un club, puisque la ville de Marseille m'a proposé un club, j'ai tout de suite accepté, quoi. Et c'est vrai que ça n'avait rien à voir. Hein. Tu as fait les comptes, tu as dit... de suite, faites les comptes. Un salaire, j'ai un traitement de fonctionnaire, j'ai peut-être une reconnaissance. Voilà, j'ai des primes, je veux dire, bon, ça n'avait rien à voir, quoi. Puis j'étais sur place, et puis il y avait la naissance de mon fils, et puis voilà, quoi. Donc, la page était tournée. Voilà, exactement. Donc oui, la page était tournée, et puis après, j'ai commencé à travailler avec Serge Grimaud. C'est Serge Grimaud qui m'a proposé au comité de Provence. Il m'a dit, bon, il y a une place vacante en tant que vice-président. Encore le on rabatteur souhaiterait te coopter. Non, ils m'ont coopté, le comité directeur de Provence, sous la présidence de Serge Grimaud, m'a coopté comme vice-président. Et après, en 2000, Serge a passé le flambeau, on parlera tout à l'heure, et Martin Stanziac a pris la présidence du comité et m'a proposé le poste de directeur technique, j'ai accepté aussi. Donc j'ai travaillé pour la fédération, je travaillais jusqu'en 2008, et après j'ai arrêté. Après j'ai complètement arrêté, j'ai continué à affilier mon club jusqu'en 2012, puis après j'ai même plus affilié mon club, quoi, c'était terminé. J'étais un petit peu déçu de l'évolution du taekwondo. Bah justement, alors là on a fait la transition, donc on a fait le début, le summum, hein, titre de champion international, pareil en tant qu'entraîneur, titre champion du monde, le développement, la fin de carrière, et donc là aujourd'hui on en arrive à, parce que quand on a fait autant de taekwondo et d'arts martiaux toute sa vie, justement, quelle vision tu en as aujourd'hui, ce fameux désaccord? Ouais, d'ailleurs il y a un truc que j'avais oublié là, que je tiens à dire aussi, c'est vrai que c'est assez important, quand même en 80, je me trompe, c'est en 90, Mokhtar Doumbia avait gagné la Coupe du Monde. Tout à fait. Il faut le savoir. Alors, c'était pas moi qui était coach de l'équipe nationale sur cette Coupe du Monde, c'était Philippe Bueno. Mais il faut savoir que ça a été aussi un déclic. Voilà. Il y a eu 89 avec les 2 médailles de Rocamora et Sinègre, mais il y a aussi Mokhtar Doumbia derrière. Et Mokhtar Doumbia, ça a été très important parce que c'était un titre majeur. Donc, voilà. Hein, donc, bon, après. Et un personnage. Voilà. Mokhtar Doumbia, voilà. Et c'est ça qui a créé aussi cette émulation. Ça a donné, disons que ça a donné un plus aussi. Je voulais quand même
le souligner Oui, parce que mais, je n'en ai pas parlé. mais tu as raison, parce que moi, ce que je me rends compte, c'est qu'à l'époque, on avait vraiment une concurrence qui était hallucinante. On avait dans chaque catégorie des champions potentiels qui étaient à chaque fois, il y avait à chaque fois 2 ou 3 champions potentiels par catégorie. Et il y avait une vraie dynamique. Tu as parlé de l'arrivée de l'Île-de-France. C'est vrai qu'à l'époque, c'était surtout dans le sud, mais quand l'Île-de-France est arrivée, ça a créé une grosse émulation, une belle adversité, et ce qui a vraiment tiré le taekwondo vers le haut. Et c'est ça qu'on oublie à chaque fois, c'est que pour pouvoir faire des bons résultats, il faut une belle adversité. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, on a justement réussi à créer cette émulation et puis à mettre en place toute une stratégie en équipe de France. Donc, moi, j'ai un bon souvenir de l'équipe de France. Après, derrière, bon, certains m'ont dit j'aurais pu faire une plus grande carrière au sein de l'équipe de France, avoir un poste plus important. Mais bon, manifestement, c'est pas ce qu'on m'a proposé. Donc, vu les propositions que j'avais, j'ai préféré accepter la proposition de la ville de Marseille, quoi, qui était beaucoup mieux pour moi. Position pragmatique. Voilà, c'est ça exactement. Donc, et puis j'avais un club. Moi, ça m'a plu d'enseigner, quoi. J'ai enseigné Et quand même pendant 20 justement, ans. alors à la fin, tu as enseigné quel type de taekwondo? Parce que quand on a été autant dans l'aspect sportif, qu'est-ce qu'on fait comme enseignement dans Ouais, son club? non, mais moi j'avais continué à faire l'entraînement sportif, hein. Bon, et l'entraînement martial aussi, il y avait aussi les passages de grade et les poussées. Donc moi j'avais déjà cette base en karaté, puisque je connaissais quand même tous mes katas. J'étais à la porte de la ceinture noire hein, quand j'ai quitté le karaté, hein. Voilà, faut le savoir. Donc j'avais déjà une bonne base technique. Après, au niveau du taekwondo, c'est vrai que j'enseignais beaucoup le taekwondo sportif, c'est clair, hein. Plastron, raquette, travail stratégique, des déplacements. Moi, j'étais sur les compétitions, hein. Serge, avec le comité, organisait les compétitions. Moi, en plus, j'étais partie prenante aussi, donc j'ai pas mal aidé aussi. Donc, on organisait ces compétitions tant bien que mal. C'est pas évident, on parlera tout à l'heure dans le cadre du développement du taekwondo en Provence. Mais c'est vrai que, bon, en tant qu'entraîneur de club, j'ai pas eu de super résultats. J'ai eu Alors, justement, 3-4 champions de France, mais bon, j'ai pas eu, mais en plus c'était en junior, donc j'ai même pas eu de combattants en équipe de France. c'est la Senior, question que je voulais te poser, non. c'est quand on a été entraîneur au plus haut niveau, quand on se revient en entraînement en club, est-ce qu'on n'a pas des frustrations de faire Alors non, d'autres pas du tout. challenges? Alors pas du tout parce que moi j'ai eu cette chance de passer de combattant, de champion à de suite entraîneur national. C'est-à-dire j'ai pas passé par la case, Oui, j'ai pas passé par la case du club. mais à la fin, tu retombes en entraîneur de club Ouais, et mais tu n'as pas de entraîneur de club, résultat. entraîneur de club, on va dire. Moi, je l'ai fait au départ. On m'a fait quand même une proposition intéressante avec, avec quand même près d'une centaine d'élèves, quoi. Je veux dire, en termes de rémunération, c'était pas mal, quoi. Donc, sur ce côté-là, Sur cet aspect-là, oui. on va dire, on va pas refuser parce que je transmettais aux jeunes et aux jeunes des quartiers, je leur transmettais mon savoir. En fait, l'objectif, c'était plus une transmission, on va dire, martiale et éducative, humaine, ouais. voilà, et sur un parcours de jeunes, je veux dire d'évolution, je veux dire des jeunes, de la construction de vie d'un jeune, que de simplement se limiter à un titre de champion. Le résultat n'avait pas d'importance Non, pour toi. moi non. Parce que de toute façon, moi de mon côté, bon, je dirais pas que j'ai tout gagné, mais pas loin. Donc bon, personnellement, c'était pas personnel, quoi. C'était surtout de voir l'évolution d'un jeune et de se dire, tiens, ce jeune, peut-être qu'il n'a pas été, j'ai jamais formé de champion de France senior, ou champion d'Europe, ou champion du monde, mais j'ai formé des hommes. Et ça, avec Serge Grimaud, c'est un point qui nous rejoint, on a formé des hommes. C'est-à-dire des hommes, s'ils sont dans la rue, les gars, ils savent se défendre, d'accord? Alors, ils savent ce que c'est un coup de poing dans la gueule. J'ai Comme sportif, j'ai pas pareil. l'impression que former des hommes, c'est l'école de la boxe quand même. Ouais, mais parce C'est-à-dire qu'on que revient, c'est ça. souvent, les pratiquants d'arts martiaux, on les entend pas dire je vais former des hommes, alors qu'en boxe, c'est plus Alors, souvent. oui, alors attention, on forme des ouais. hommes, d'accord, parce qu'ils ont du répondant, ils se laissent pas faire, voilà, ils Non, répondent. mais dans la construction, Ça, je veux dire, dans la en tant que construction, personne. voilà. Ouais. C'est dans la construction en tant que personne, comme tu disais. Ouais. Que tu dis, tu as raison. C'est vrai que partie dans martiale. la boxe, on entend ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ou il y a 10 ans en arrière, Ouais. les arts martiaux, il y a 40-50 ans, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle C'est sûr. aujourd'hui. C'est Donc sûr. la construction des personnes à travers les arts martiaux des époques des années 60, Ah. 70, ça avait vraiment un impact sur le comportement de l'être humain, quoi, de la personne qui venait rechercher ça. Il passait quand même par une école qui était dure. Hein. On durcissait les armes naturelles, les entraînements étaient très durs, la compétition, moi mon premier entraîneur ne voulait pas entendre parler de compétition.
Il dit ça, c'est la compétition, c'est pour s'amuser. La rue, c'est pas un jeu. Mm. Donc la recherche n'était pas du tout la même. Et là, on trouve un peu cet esprit de la c'est boxe. ça, On dit c'est on ça. forme des hommes, on forme des combattants, on forme des gens qui reculent pas. Voilà. Mais après, c'est vrai que le côté sportif a beaucoup plus pris le dessus et surtout le côté sportif avec la case olympique. Oui. Où là, alors, on est rentré dans Dans une une dynamique de déformation, protection ouais, ou de bien sûr. sécurité qui est bien aussi, hein, mais qui ça n'a rien à voir. Voilà, Oui, c'est la charte olympique, le respect de l'intégrité physique C'est ça. des Oui. personnes. C'est ça. Alors que ça y est Parce pas en qu'on prend, boxe et ça y est pas dans parce les que- arts martiaux réellement. Le taekwondo des années 80, c'est un peu du Kyokushinkai. Ouais. Bon, le Kyokushinkai, ils n'ont pas les coups de poing à la tête. Mais ils venaient, les gars. Non, Ils venaient dans les années Voilà. 70, il y avait des gars du Kyokushinkai. Mais jamais le Kyokushinkai aurait été sport olympique. Voilà, c'est tout. C'est que tous ces sports-là où il n'y avait pas de protection ne pouvaient pas devenir sport olympique. Il fallait que. C'est pour ça qu'il y a eu l'introduction du casque, des avant-bras, des protèges tibias, ensuite il y a du sous-pied. Moi, j'ai vécu toute Et cette des évolution. Maintenant. Les points et maintenant l'électronique. Personnellement, moi, je suis contre l'électronique sur les parties qu'on touche, quoi. Voilà. L'électronique au niveau du scoring, les nouvelles protections, c'est bien. Mais après, moi, je pense que c'était bien d'avoir les arbitres. Parce que de toute façon, il y a des problèmes d'arbitrage aussi, hein. Oui, Aujourd'hui, ça n'a pas enlevé les problèmes l'arbitre d'arbitrage. l'arbitre central, il a un grand pouvoir dans la nouvelle Oui. système d'arbitrage. Oui. L'arbitre central a un grand pouvoir. Il suffit qu'il donne quelques sanctions et quelques avertissements et c'est terminé. Il fait perdre un combattant, quoi. Donc stratégiquement, on est obligé de faire un combat en faisant attention à tout, quoi. On a déplacé le Donc, c'est problème. plus, voilà, c'est plus vraiment du combat comme avant, quoi. Donc Ouais. c'est ça. Après, concernant les athlètes, concernant les sportifs qui pratiquent ce nouveau taekwondo, bien entendu, ils ont tous mes encouragements, tout mon respect, parce que ça reste un sport de combat tout de même. Voilà. Mais bon, aux yeux des combattants de MMA, aujourd'hui, maintenant, il y a le MMA, quoi. Il faut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez une réelle explication de tant de combattants, moi, s'il y avait eu les MMA à mon époque, je n'aurais pas fait de taekwondo, j'aurais fait du MMA. Et Serge, il le sait, hein. Je serais allé directement dans la cage, hein. Alors voilà, c'est tout. C'était ma mentalité, c'était ça. Maintenant, j'étais champion de taekwondo. Oui, mais Maintenant, le à taekwondo- mon avis, c'est parce qu'on a voulu enlever toute forme de violence et de Ouais. confrontation dans les sports pour les rendre plus lisses. Le judo, la même chose. On a supprimé la saisie des jambes avec la main pour le rendre moins brutal. Mais résultat, les gens souhaitent quand même ça. Donc, s'ils ne le trouvent pas chez toi, ils iront ailleurs. Donc aujourd'hui, des gens qui ont été dans le taekwondo, qui n'ont plus cet aspect brutal du taekwondo qu'on aimait bien, parce qu'on gratte un peu, et effectivement, il y a des gens qui disent oui, mais c'était violent, on avait mal, on marchait pas pendant 4 jours. Mais c'est aussi ce qu'on cherchait. On cherchait à se faire mal, ça faisait partie de notre recherche, et aujourd'hui, on nous l'enlève. Et résultat, les gens ils vont dans le MMA, mais pas forcément parce que le MMA leur plaît, mais parce que de toute façon, il n'y a plus ça dans le taekwondo. Donc moi, je pense qu'il y a une partie des gens aussi qui vont dans le MMA parce qu'on a enlevé, on a trop aseptisé les pratiques martiales à droite à gauche. Alors bien pour le développement, parce que c'est vrai que tu dis à des parents, venez, on va amener vos enfants en compétition, ils marcheront pas pendant 4 jours, ça leur fait peur, ils disent vous n'avez pas quelque chose un peu plus doux. Non, Mais- mais ça, moi, je pense que le MMA, ça s'adresse à une élite, quoi. Oui, Bien entendu que techniquement, on peut apprendre toutes les techniques, hein, même à des gamins, il n'y a pas de souci, hein. Elles peuvent être appliquées, mais de façon éducative, avec une progression effective. Mais ça reste quand même, le MMA, ça reste quand même, au jour d'aujourd'hui, un sport de combat d'élite, quoi, on va dire, hein. C'est professionnel, hein. Là, c'est 7 heures, voire 8 heures d'entraînement par jour. Il y a toute une préparation. C'est complet techniquement. Techniquement, c'est pas que les pieds, c'est pas que les poings. non, Il y a les projections, il y a un tas de très très disciplines à technique. savoir. Hein. Voilà, donc, et après, on peut pas être Bon, bon de mais ils vont partout. rajuster. Ouais. Ça va se populariser même dans Voilà. les niveaux débutants, tout ça. Les gens ils commencent, ils en font, ils veulent avoir des petites compétitions régionales. Eux aussi, la MMA, c'était le but d'Anna White, hein. Puis il a monté ça pour faire du business. Il a même ouvert des trucs, là, je sais plus quoi, il Oui. se met des tartes dans la gueule à plein pot, Ouais. le mec autour d'une table. Parce qu'il fait du fric avec ça, quoi. Oui, on oublie Voilà. toujours que le but c'est quand même de le populariser pour Ouais, pouvoir faire non, du mais business bon, et que voilà. à un moment donné Ça pour revient populariser- encore dans le système fédéral, machin, on fait des licences. Mais le MMA, il va passer par là, je pense. Là, c'est une élite, il y a des gens, des Conor McGregor, des ceci, des cela, qui fait bouger le milieu. Mais après, à la base, ça va s'étaler. Moi, l'année prochaine, je vais mettre du MMA chez moi. D'accord. Je vais ouvrir une section, ouais, j'attends un peu, puis on va ouvrir une section. Puis ce sera des petits gamins du quartier qui vont venir faire du MMA. Ici, sur le quartier de Château-Gombert,
c'est pas un quartier nord de Marseille. Non, C'est un bien sûr. quartier un petit peu privilégié. Donc les gens qui sont ici, ils n'ont pas vraiment le profil pour aller se défoncer dans une cage. Voilà. Mais on voit qu'il y a quand même une attirance. Mais ils sont attirés. On m'en parle. Donc puisqu'on m'en parle à un niveau loisir, le MMA, à un niveau loisir, avec des protections et tout ça, on peut le faire. On le fait déjà, on s'amuse, nous, on le fait déjà. On se met des trucs, on s'attrape, on se met par terre, ils s'amusent. Voilà, Oui, on c'est n'avait ça. pas attendu. Bien sûr, on n'a pas attendu. Comme le pied-point dans les camps de boxe en taekwondo pour s'entraîner. Et à Paris, j'ai vu des clubs où les gars ils s'entraînaient avec des gants de boxe dans les années 70. Quoi. Et alors maintenant, ça y est, le pied-point, les gants de boxe et tout, c'est nouveau. C'est pas nouveau. Ah, mais c'est vrai que les gens rappellent souvent nouveauté ce qu'ils ont oublié. Voilà, c'est ça. Ouais, Ah, c'est nouveau, non, t'as juste oublié. Ou tu savais pas, mais ça a toujours existé. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir cette transition. En tout cas, on voit que vous, ce qui vous anime, c'est toujours cette recherche de la confrontation dans l'aspect martial. Et aujourd'hui, et c'est vrai que c'est dommage que peut-être le taekwondo aurait dû garder une élite sous forme d'engagement très profond. Et ce que n'a pas su faire le taekwondo, c'est peut-être dissocier et d'avoir une pratique loisir, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir trop aseptisé le taekwondo, fait que l'élite, on a l'impression que c'est un peu un taekwondo. C'est simple, il faut faire du taekwondo professionnel. Oui, c'était peut-être une solution. Pourquoi pas? C'est une solution, mais qui n'a pas l'air de pas l'air faire son chemin. Non. Et faire du taekwondo professionnel avec un règlement différent, avec des Tout à KO, et on enlève un tas de trucs qui. De toute façon, ça va s'épurer tout seul. Du moment que le KO va être autorisé, ça va s'épurer tout seul. Le nombre de points, on ne les comptera pas pareil, et ça va. Et les gens vont commencer à revenir sur des techniques dures et efficaces. Parce que justement, ça sera des professionnels. Un loisir et quelqu'un qui pratique à ce niveau-là, c'est plus tout pareil. Et en fait, même des gens comme les Franck à l'époque, ils s'entraînaient. Il y a eu des périodes de sa vie où il s'entraînait pratiquement comme un professionnel. Oui, c'est pour ça qu'il a eu ce résultat aussi, parce qu'il a eu une volonté de faire et qu'il s'entraînait comme un pro, tout en étant chez les amateurs. Parce que c'est toujours. Voilà, on peut dire la même chose de Michael Mégoul à l'époque. C'est des mecs qui ne peuvent pas bosser. Là. Tu peux pas bosser, il était au-dessus du lot, ça se voyait. Tu ne peux pas bosser, aller à l'usine et travailler 6 heures par jour. Et faire 6 heures d'entraînement, c'est pratiquement impossible. Et d'ailleurs, on le voyait, c'est-à-dire que toi, ou comme Michael Mégoul à l'époque, du fait que vous étiez quasiment professionnel, en compétition, on voyait la différence. C'était vraiment, on touchait le summum. Voilà, on était vraiment sur la quintessence du taekwondo. Et alors là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, par exemple, quand il venait s'entraîner et tout ça, moi, j'avais personne à lui mettre devant. Il était tellement fort que je n'en pouvais plus. À un moment donné, c'est là où, si, par exemple, un gars comme Franck avait été pris dans un staff où il y a, comme l'équipe de Corée, des Franck Ribaillé, il y en a 10 dans l'équipe, plus ou moins talentueux, attention, et qui ont la même envie. Là, il aurait progressé, il aurait été peut-être plusieurs fois champion du monde, parce qu'il avait un plus. Donc, mais il lui fallait de la chair à canon devant, quoi. Il faut y aller, il faut qu'il y ait des mecs devant. Tous les jours, en universitaire, ils ont tous les jours du dur devant, les mecs. C'est vrai d'ailleurs, Serge en parlera tout à l'heure, sur les débuts de l'équipe de France au niveau international, mais c'est exactement ça, quoi. En fait, on n'avait pas de structure. Et quand c'est pas structuré, ben, tu fais comme tu peux, quoi. Donc, tu peux avoir le talent que tu as au départ. Si tu n'as pas une structure, tu ne peux pas être champion d'Europe, tu ne peux pas être champion du monde, pas possible. Donc voilà, ça c'est clair, net et précis, quoi. Voilà. Alors, il y a eu quand même Brigitte Evano qui a fait un titre de champion d'Europe en 82. Il y a eu des résultats à 82-83 au niveau international. Moi, j'ai suivi, mais ça reste, on va dire, c'est exceptionnel, quoi. Mais je veux dire, c'est pas pour dire, mais bon. C'est parce que. C'est les hors-normes, qui sortent. C'est Brigitte Evano, les hors-normes. Le truc, c'est que tu peux pas sortir. Tu peux pas sortir comme le fait le judo, par exemple, des médaillés européens et mondiaux toutes les années, quoi, régulièrement. Parce que c'était ça. C'est ça, parce qu'ils sont structurés. Et nous, l'équipe de France de taekwondo, ça a été pareil à un moment donné. On a eu beaucoup de résultats. Après 95, de toute façon, même lorsque je n'étais plus là, cette philosophie, cette organisation qu'on avait déjà mis en place au préalable, qui a continué. D'abord, les entraîneurs, Bodo était là en tant que directeur technique, il y avait de l'Anagra, il y avait Stanzak, après il y avait, je crois, un ou deux gars qui m'ont remplacé. Donc, ils ont continué comme ça. Et il y a eu des résultats. Il y a eu la première médaille aux Jeux Olympiques avec Pascal Gentil. Donc, il y a eu cette période aussi jusqu'en 2008. Et puis maintenant, enfin là, je m'intéresse moins parce que... Mais chez les seniors, par exemple, chez les garçons, c'était l'équipe de France que je m'occupais, hein.
Il n'y a pas de résultat aujourd'hui. Hein. Bon, chez les filles, on sait qu'il y a 2 championnes du monde. C'est exceptionnel et c'est super pour le taekwondo français. Mais bon, voilà. Mais chez les garçons, c'est vraiment le vide depuis des années, quoi. Donc, c'est assez inquiétant quand même pour le taekwondo français, quoi. Parce qu'avec les moyens, parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens, aujourd'hui, il y a des structures. C'est vrai qu'il y a plus de moyens et plus de structures qu'avant. Ouais. Et là, il y a pas de champion masculin, quoi. Et malgré le fait que tu sois en dehors de ça, ça te peine de ne pas avoir de résultats Ouais. en taekwondo français? Chez les garçons, ouais, tout à fait, parce que j'étais quand même entraîneur d'équipe de France masculine. Et aujourd'hui, je vois qu'il n'y a pas de résultat. Même si, bon, je fais d'autres choses et tout ça, aujourd'hui, ça reste quand même mon sport, quoi. Hein. En dehors de la question des arts martiaux, bon, je pratique en tant qu'art martialiste, mais la partie sportive du taekwondo, c'est mon sport, quoi. Hein. J'ai quand même été, tous mes titres, j'ai eu en taekwondo. Mais selon toi qui a quand même fait pas mal de parcours, sans vouloir accuser qui que ce soit, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes ont du mal à faire des résultats? Est-ce que souvent les gens disent que c'est une question de génération? Quel peut être le Bon, diagnostic? moi, je pense que c'est une question de génération, quoi. Je pense que c'est pas pour diminuer les champions actuels. Hein. Ils sont sûrement très très forts. Tous, je n'ai pas eu l'occasion de les voir évoluer. Je pense qu'ils ont tous des qualités, c'est les grands champions, tout ça. Ils ont peut-être pas le petit déclic pour passer au niveau international. Je veux dire, en championnat d'Europe et championnat du monde senior. Voilà. Je sais qu'il y a des résultats chez les juniors, chez les cadets. En senior, peut-être il faut autre chose. Alors c'est vrai qu'ils ont quand même une structure, il y a un encadrement. Je crois qu'il y a l'entraîneur de l'équipe de France et un ancien champion du monde espagnol. Bon, le gars, il sait de quoi il parle, quoi. Je veux dire, il n'a rien à apprendre. Hein. Enfin, moi, j'ai rien à y apprendre, quoi. Pour rebondir encore, parce que les filles, ça fait quand même des années qu'elles ont des résultats. Alors pourquoi les hommes, après la période Boron, Tep, déjà, Gentil, pourquoi ça peine? Alors, dans le contexte, je pense que chez les filles, tout de même, c'est pas pour dévaloriser le niveau des filles, mais c'est pas le même niveau chez les garçons, quoi. Je veux dire, je ne vais pas faire de comparaison avec d'autres sports. En taekwondo, j'ai vu le niveau des filles, même depuis le début de l'équipe de France féminine. Bon, elles ont un bon niveau, hein, attention, hein, mais c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau, c'est pas la même concurrence aussi au niveau international. J'ai vu quand même quelques combats. Je regarde un peu sur YouTube. Hein. C'est un bon niveau, mais c'est pas la même concurrence. Il y a des grandes championnes, il y a des grands champions. Voilà, nous, les 2 champions du monde qu'on a, c'est des grandes championnes. Il n'y a pas de souci. Mais chez les garçons, le niveau est tellement élevé. Je veux dire, dans une catégorie des moins de 64 ou des moins de 70 kilos, dans les catégories chez les légers, là, c'est dur, quoi. Je veux dire, ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Il faut être plus fort. Ça, nous, c'est comme chez les garçons, chez les mi-lourds ou chez les lourds. Et à l'époque, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont. Ça n'avait rien à voir, ma catégorie, avec la catégorie. Quand je dis ma catégorie, la catégorie des moins de 60, des moins de 64, voilà, des moins de 70, ça n'a rien à voir avec la catégorie des 83 kilos ou plus. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même concurrence. Là, c'est pareil, c'est pas pour dévaloriser tout ce qu'a pu faire Pascal Gentil, parce que c'est énorme ce qu'il a fait, 2 médailles olympiques et 4 Coupes du Monde. Mais c'est beaucoup plus facile d'évoluer dans une catégorie comme ça. Ça, il faut le dire. Eh oui, donc tu restes plus longtemps. C'est comme je disais, le niveau français. Pourquoi moi j'ai été 6 fois champion de France, 6 fois vainqueur de la Coupe de France? C'est que peut-être j'ai pas eu aussi des super adversaires en face de moi. Il faut le reconnaître, ça. Oui, peut-être que je l'aurais été, mais peut-être pas. Puis Donc, attends, si tu regardes, qu'est-ce qu'elle fait la France avec les équipes de France dans l'ensemble? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait la France avec les équipes de France, tout confondu dans l'ensemble? Moi, je pense que la France, maintenant, c'est un pays qui s'affaiblit et les combattants dans le taekwondo ou dans la boxe ou dans les sports de combat, on n'en voit pas. Alors qu'on voit des Turcs, on voit des Iraniens, on voit des Espagnols, on voit des pays où c'est beaucoup plus dur quand même, hein, où les gens marchent la tête haute, quoi. Maintenant, moi, la France, je pense que c'est pas le problème du taekwondo. Bon, il y a des filles, ben oui, c'est vrai, c'est bien. Et chez les gars, il y a un moment qu'on n'a pas gagné quelque chose. Hein. Il y a quand même Cyriane Ravet en moins de 58, ouais, champion mais d'Europe. Bon, c'est quand même une grande nation, la France. Voilà. Hein, c'est une grande nation. Et quand on prend des raclés par d'autres pays qui sont beaucoup plus petits, beaucoup moins développés, pourquoi? Parce que les gars, ils ont faim, hein, ils ont envie de combattre. Oui, il y a eu un champion d'Europe. Cyriane Ravet, senior. Je pense que c'est un problème national. C'est même pas un problème de sport. Ouais, et puis après, et puis aussi, comme tu l'as dit, c'est un problème aussi peut-être aussi de génération, s'il y a des générations. Oui, parce que
Regarde, tu prends l'Angleterre qui n'était pas une grande nation du taekwondo, qui est devenue en peu de temps une grande nation du taekwondo. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Après, sous l'impact de Paul Green, quand même. Oui, mais, Qui était en avance sur son temps. mais on voit que rien n'est figé. Il n'y a que des grandes nations comme l'Espagne, la Turquie, l'Iran ou la Corée qui restent vraiment stables. Mais l'Afrique aussi, attends. L'Afrique est en train d'émerger. L'Afrique est en train de faire du mal aussi dans le monde du sport. Je pense que eux, pour le coup, ils souffraient beaucoup de manque de structure et surtout de moyens, parce que se déplacer pour aller au championnat, ça coûte de l'argent. Hein. Des billets d'avion, des billets d'hôtel. Je pense que s'il y avait plus de championnats internationaux en Afrique, je pense qu'il y aurait peut-être plus de médailles africaines. Bon, je vais te donner un exemple, par exemple aussi, sur la période où j'étais combattant, entre 80 et 89, la France n'a participé à aucune Coupe du Monde, parce qu'en plus des championnats du monde, championnats d'Europe, il y avait des Coupes du Monde, n'a participé à aucun jeu mondial, quand même entre-temps 3 jeux mondiaux, plus 4 Coupes du Monde, jamais une équipe de France n'a participé. Alors que toutes les équipes comme l'Italie, l'Allemagne, je te parle au niveau européen, l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, l'Espagne, les 4 grandes nations phares du taekwondo français, européen à cette époque, eh bien, ils y étaient. Donc, il y avait cette émulation, cette concurrence. Et pourquoi on n'y était pas? On n'y était pas, pourquoi? Parce que c'est le système dans lequel on était. On n'avait pas de fédération, on était dans la fédération française de karaté. Et ton père est très bien au courant de ça. Et parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'était pas invité d'abord, et voilà, on n'était pas représentatif, quoi. Et pourtant, même moi, quand j'étais champion d'Europe en 86, on ne m'a pas invité à la Coupe du Monde 86. Voilà. Non, on ne m'a pas invité aux Jeux mondiaux en 87. Il y a des choses comme ça qui font la différence. Ça fait la différence. Alors justement. Et en plus, quand tu n'as pas d'arbitre international et tout ça, qui c'est qui te représente au niveau de l'équipe de France? Tu passes que pour. En fait, nous, quand on s'est déplacés, que ce soit Serge, moi, en équipe de France, on se déplaçait, on était visualisés comme du karaté, quoi. On était des karatékas, quoi. On n'était pas du taekwondo, même s'ils savaient qu'on était une entité taekwondo de la fédération de karaté, mais on était gars du karaté. Donc on nous regardait de travers. Tu parles que les arbitres, quand ils pouvaient nous épinglaient. Hein. Donc tu es obligé de gagner ou par KO ou par physiquement. Ou lui faire mal. Quoi. Ou le gars, tu l'épuisais, quoi. Moi, je gagnais souvent mes combats en fin du 3e round. Hein. J'étais pas particulièrement talentueux en taekwondo. Techniquement, j'ai pas la technique comme ils ont maintenant, ou même à l'époque, même Michael ou les autres qui sont arrivés après. D'accord ? J'avais moins de technique qu'eux. Mais je faisais la différence par la condition physique et l'agressivité. Voilà. Parce que j'étais un bagarreur. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, je suis fier de le dire que je suis bagarreur. Je suis toujours un bagarreur, d'ailleurs. Mais ça se voit, ça se voit. Ben justement, alors on arrive à la conclusion de cette interview. Moi, je retiens un beau parcours. Moi, je regrette vraiment pas de vous avoir interviewé. On va finir avec Serge. Je retiens quelqu'un d'entier, d'intègre, de très combatif. Et justement, en guise de conclusion, je te dirais, voilà, le temps a passé. Si demain, tu devais revenir, soit en tant qu'entraîneur, une ouverture d'esprit qui nous permettra de philosopher là-dessus, toi, tu ferais quoi? Non, moi, j'accepterais pas un poste comme ça parce que. Non, mais je pense pas. voilà, si tu moi, disais. Moi, je ferais pas parce que, bon, moi, c'est passé déjà. Pour moi, c'est du passé. Oui, mais là, tu reviens. J'ai combien de missions. Là, moi, si on me demande. Bon, même si la fédération me demandait un conseil ou autre. Bon, non, mais là, on est dans la science-fiction. Hein. Mais moi, j'accepterais pas. Non, par contre, j'ai vu ce que faisait de bien la fédération de boxe. C'est que la fédération de boxe, au cours des différents championnats d'Europe, championnats du monde, même Jeux Olympiques, font venir des entraîneurs, d'anciens champions, mais surtout même d'ex-entraîneurs, tout ça, ils les font venir comme, je dirais pas consultants, c'est pas le mot, c'est comme conseillers. Et c'est vrai qu'ils viennent, ils se déplacent au championnat du monde, et ils sont là, et de par leur présence, aussi, ça donne un plus, je veux dire, aux combattants. Parce que les combattants se disent, oh, mais derrière, qui on a là? C'est peut-être pas lui qui nous coach, c'est effectivement le champion du monde qui nous coach, c'est déjà bien, parce que l'équipe de France a un entraîneur national qui a été champion du monde, mais putain, il y a des têtes d'affiche, des piliers, des anciens piliers d'équipe de France qui sont là, et qui sont là comme conseillers, qui on peut voir, qui nous encouragent, tout ça. Et ça, c'est la famille. Et c'est ça qui manque peut-être à l'équipe de France. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis désolé de dire, quand je vois le staff de l'équipe de France, on le voit sur les réseaux sociaux. Ils sont gentils, je les connais tous. La majorité, je les connais. Il y en a même certains, j'aurais fait passer leur premier, leur deuxième degré. Je les connais tous. Ils sont même entraînés avec moi quand ils étaient jeunes, dans les années 80, en équipe de France, on les acceptait, on les fait venir. Ils n'étaient pas en équipe de France, on les faisait venir. Ils
combattaient. Donc on leur mettait un peu des roustes, t'es content, mais ils savent. Aujourd'hui, ils sont 7e et il y en a qui sont même 8e dan. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les jeunes, ils voient eux, mais ils ne voient pas les piliers. Ils sont où les piliers? Je ne vois pas de piliers en équipe de France, de génération en génération. Ils n'y sont pas. Comment ça se fait qu'il n'y a pas des gars? Michael Milou, vous posez la question à Michael Milou, il vous dira pareil que moi. Je veux dire son truc d'être entraîneur d'équipe de France, mais son rôle, il est au-delà de ça. Tout à fait. Je veux dire, et le mien aussi. Je veux dire, et celui de Serge aussi. C'est pas d'être entraîneur d'équipe de France. Voilà. C'est d'être là pour donner une assise, une fondation à cette équipe de France. Et aujourd'hui, je ne la vois pas trop. Alors c'est bien, il y a des filles qui ont les résultats, bravo, c'est super, il y a un travail qui a été effectué, et ça, c'est très respectable. Maintenant, je pense qu'on peut faire mieux. Et moi, si je donnais un conseil aux gars de la fédération actuellement, j'y suis plus, donc à la limite, j'ai plus rien à dire, mais c'est quand même mon sport, c'est quand même le taekwondo. De voir loin, de voir haut, d'avoir de l'ambition. C'est pas simplement à rester avec 2 champions du monde, non. L'ambition, c'est d'être champion du monde de partout. Donc il faut être champion du monde dans toutes les catégories. C'est ça l'ambition. C'est ça. Et il faut se donner les moyens de ça. Je suis désolé de le dire, mais il faut quand même avoir le niveau, quoi. Donc à un moment donné, quand on tient des postes, à tout échelon de l'organisation de la fédération, il faut avoir le niveau. Donc il faut des gens compétents, c'est de la compétence. Et c'est pas le copain du copain qu'on met à sa place. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça marche un temps. C'est comme dans l'administration. Moi, je suis dans l'administration. Je suis responsable des services techniques des 13e et 14e arrondissements. Eh bien, les agents que j'ai sous mes ordres, c'est des agents que j'ai recrutés et qui ont une compétence. D'accord ? C'est pas lui, on te le fourgue parce qu'on ne le veut plus. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc là, à un moment donné, c'est pareil. Et au niveau du ministère Jeunesse et Sport, ça devrait être pareil. Au niveau des agents de l'État qui sont proposés aux fédérations, il faut des gens compétents. Je suis désolé. Ils sont bien gentils, mais aujourd'hui, il n'y a pas de résultat au niveau des seniors masculins. Donc, il faut penser différemment. Donc, je leur souhaite bon courage et bonne chance pour l'avenir. Voilà. Mais surtout, ce que je voulais dire pour finir, c'était que je suis quand même content de voir tous ces entraîneurs de clubs qui font du mieux qu'ils peuvent. Ça, c'est une chose, parce que je le sais, que le club, c'est la base. Et je les encourage et je leur dis bravo. Et puis surtout, les entraîneurs qui enseignent encore l'art martial. Je pense que Serge vous en parlera tout à l'heure, avec la question aussi de l'Académie des ceintures noires. Mais l'art martial, c'est la base, quoi, c'est le fondement, quoi. Tous ces entraîneurs de clubs qui ont délaissé la compétition et qui continuent l'art martial, je les encourage à continuer dans ce sens-là aussi, quoi. Donc il y a les 2 formes, il faut que la forme sportive aussi, il y a peut-être des choses à changer, peut-être que ça va évoluer dans le temps, quoi, je l'espère. En tout cas, moi, je ne regrette pas, hein, parce que voilà, ce que tu dis, ces valeurs de transmission, de partage, de ne pas oublier les gens qui ont été avant nous, hein. C'est pour ça que moi, ça me tenait vraiment à cœur de t'interviewer, mais également Serge, des gens qui nous ont précédés, qui ont fait que le taekwondo, on a eu envie d'en faire. Et c'est vrai que, je te disais, malgré le passé, quand on voit un champion, c'est vrai qu'on a une aura et il y a un petit côté, c'est le champion. Et c'est dommage, c'est vrai, c'est la famille. Ils ont construit, ils nous ont fait rêver. Moi, je suis toujours malheureux de voir dans les compétitions, de ne pas voir les grands champions, les anciens, juste une poignée de main. Ah oui, j'ai fait ça aussi. De se dire, voilà, c'est la grande famille. Voilà. Les gars. On a l'impression, voilà, que ils ont quitté la famille et c'est dommage parce qu'ils ont participé à leur mesure. Et donc voilà. Moi, en tout cas, nous, le travail qu'on fait, c'est de mettre en lumière tous ces gens qui ont participé et qui ont disparu parce qu'on veut qu'ils reviennent dans la famille. Parfait. Eh bien, merci. Merci. Et puis, on continue tout de suite avec Serge.